Alors, nous venons de terminer le panel 3 et j'ai bien aimé la conclusion des différents panélistes, notamment le ministre Billon, qui a indiqué qu'on ne peut se développer justement sans les énergies fossiles, qui a indiqué également les restrictions que nous avons en matière de développement durable. La première question sera adressée à Monsieur le ministre. Notre thème, comme il a été indiqué, porte justement sur les stratégies à mettre en place, à mettre en œuvre pour assurer une maîtrise des aléas climatiques, mais également développer une technologie de transformation. Je voudrais, à l'entame, que nous puissions nous prononcer justement sur la situation en matière de changement climatique. Monsieur le ministre, quelle est la situation pour la Côte d'Ivoire et quelles sont les actions qui sont mises en œuvre? Bien, merci beaucoup, Madame la modératrice. Avant de répondre plus précisément à votre question, je voudrais remercier l'agence Bloomfield pour cette activité qu'elle organise chaque année pour mettre en exergue les atouts et les points de fragilité de notre économie. Vous savez que la Côte d'Ivoire, comme tout le monde entier, vit une crise climatique jamais vécue auparavant. Jamais vécue. Les conséquences, nous le connaissons. Chacun de nous a dû se plaindre en rentrant dans cette salle de la chaleur extrême. Il n'y a pas longtemps, à Dubaï, nous connaissons tous Dubaï, il a plu en l'espace d'une journée des pluies d'il y a 2 ans. Il n'y a pas longtemps, notre ministre de l'Agriculture disait que la production agricole de notre pays va être réduite d'environ 20%. Chacun connaît la situation de notre côte. La ville de Grand Laou est grignotée chaque jour par l'érosion côtière. Voilà la situation climatique de notre pays. L'impact du réchauffement climatique est visible sur notre pays. Et face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures contenues dans ses contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire que le gouvernement a pris des engagements. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Comme vous m'avez demandé quelle est la situation climatique, c'est celle-là. La situation est critique, comme elle l'est dans tout le monde entier. Et pour nous, pays africains, pays agricoles, nous ressentons davantage les effets de ce réchauffement climatique. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Justement, vous avez bien introduit le sujet. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où, relativement à ces aléas climatiques, nous avons des normes internationales qui nous sont imposées. On peut se demander pour nos pays africains, quelle est la stratégie, quelles sont les actions qui doivent être mises en œuvre justement pour non seulement répondre, respecter ces normes internationales, mais aussi continuer notre développement. Je voudrais poser la question tout d'abord à Monsieur le ministre et ensuite à Youssouf Karus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, face à la situation que j'ai dépeinte tout à l'heure, l'ensemble des pays réunis en 2015 à Paris, lors de la COP 15, ont pris des engagements qui constituent en quelque sorte des plans d'action climatique que chaque pays est obligé d'élaborer. Le nôtre est contenu dans ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Le premier engagement que notre pays a pris, c'est de rehausser ses ambitions climatiques, c'est-à-dire de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030. Vous savez que c'est les gaz à effet de serre qui impactent l'environnement et provoquent le réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre, c'est des gaz contenus dans les gaz d'échappement de nos véhicules, dans les gaz d'échappement de nos industries. Les gaz à effet de serre, c'est les gaz générés par l'élevage intensif. Les gaz à effet de serre, c'est le méthane qui est produit à travers les déchets. Donc le gouvernement a décidé, en termes d'atténuation de ces gaz, de réduire ces gaz
de 30,41% depuis 2030. Mais cela ne suffit pas. Il faut, en même temps qu'on réduit les gaz, il faut renforcer notre capacité de séquestration de ces gaz. D'où l'engagement que le gouvernement a pris de renforcer notre couvert forestier à hauteur de 20% d'ici 2030. La capacité de séquestration du carbone provient des forêts, des arbres que nous plantons. Donc il faut qu'on reconstitue le couvert forestier qui a été détruit et qui est passé de 16 millions d'hectares lors de nos indépendances à 2 millions d'hectares de nos jours. Troisième chose, c'est de renforcer la résilience de nos populations. La résilience, c'est-à-dire les populations riveraines qui sont impactées par cette situation, il faut faire en sorte que ces populations soient résilientes. En mettant par exemple à leur disposition une agriculture résistante au changement, en construisant des infrastructures résistantes à l'impact de l'avancée de la mer, donc à l'érosion côtière. Donc voilà un ensemble de mesures que le gouvernement a pris, et ces mesures ciblent principalement 5 secteurs clés: l'eau, l'agriculture, l'érosion côtière, la pêche, et il y a un dernier secteur qui m'échappe. Donc voilà les mesures que le gouvernement a prises. Donc c'est, pour me résumer, face à ce phénomène, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés, a pris des mesures pour pouvoir contenir les effets néfastes du réchauffement climatique. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Carus. Oui, merci beaucoup. La question, elle est pertinente en fait. Effectivement, c'est dans un contexte mondial qu'on est capable de résoudre ce type de situation parce qu'on est impacté par un réchauffement climatique qui ne vient pas que de chez nous, il faut le rappeler. Les pays africains sont loin d'être les premiers pollueurs sur cette planète, donc on est en responsabilité. Et effectivement, le ministre l'a rappelé, il y a des dispositions qui sont prises au niveau du gouvernement, il faut les saluer. Maintenant, moi, si on doit être un petit peu rationnel et critique sur les approches un petit peu mondiales en termes de normes, tu as parlé un petit peu des normes qui sont proposées plus qu'imposées, mais effectivement, il y a quand même un certain niveau de pression qui est mis sur nos États. Moi, je pense qu'il faut quand même se poser la question de l'efficacité et de l'efficience environnementale de ces normes qui sont imposées. Je pense par exemple, et ça pour moi c'est le premier point, parce qu'il y a beaucoup de secteurs, de technologies sur lesquels les Occidentaux font demi-tour parce qu'ils admettent s'être trompés. Donc nous, il ne faut pas qu'on, justement par élan, par volonté de mieux faire que ceux-mêmes qui ont créé leur technologie, qu'on aille s'engouffrer dans des technologies et dans des stratégies qui ont déjà démontré qu'elles ne sont pas efficaces. Je pense par exemple aux éoliennes. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les éoliennes sont difficilement recyclables. Et je sais qu'il y a quelques mois, voire un peu plus d'1 an, ça a fait scandale aux États-Unis quand on a découvert que toutes les pales des éoliennes étaient enterrées dans le sol parce que complètement impossible de les recycler. Avec des mécanismes de dégradation naturelle qui passaient le millier d'années. Donc c'est compliqué aujourd'hui de répondre, je pense, efficacement à ces problématiques-là, du point de vue de la production énergétique notamment. En ce moment, on assiste aujourd'hui à l'effondrement complet du marché des véhicules électriques. Ce n'est pas anodin. Il y a plusieurs États occidentaux, y compris la Chine d'ailleurs, qui freinent un petit peu sur les subventions du véhicule électrique. Et on voit tout de suite que le véhicule électrique, le marché s'effondre. Pourquoi? Parce que la technologie n'est pas encore suffisamment efficiente en réalité. Donc, je pense qu'il faut y aller sur le changement climatique, il faut y aller en responsabilité parce que je pense qu'on est obligé de tenir en compte le fait de prendre en compte le fait qu'on est soumis à des aléas climatiques qu'on ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise de moins en moins. Il faut y aller en responsabilité, mais il faut y aller de façon rationnelle. Moi, j'ai l'habitude de dire que je crois pas, voire difficilement, au fait de pouvoir gouverner par idéologie. Et de la même manière qu'on ne gouverne pas par idéologie, on n'applique pas de règles par idéologie. Il faut rester pragmatique et rationnel. Je pense que si demain, alors le panel précédent parlait un petit peu d'énergie, parlait des différentiels de coûts entre l'énergie solaire et l'énergie hydroélectrique, par exemple.
Nous, on a l'avantage d'être très très bon sur l'hydroélectrique, c'est un avantage compétitif qu'on a vis-à-vis de l'ensemble de la région, et voire même à l'échelle mondiale, on a quand même un mix énergétique qui est très intéressant. Peut-être on va dire par volonté de mieux faire que les autres, il faut faire attention à ne pas vouloir se lancer tout azimut dans des technologies qui, pour l'instant, n'ont pas encore réellement démontré leur efficience sur le plan de la sauvegarde de l'environnement. D'accord. Alors, ça me permet d'entrer de plein pied dans le sujet, justement, qui concerne la recherche et le développement. On a l'impression que cet aspect-là est un peu embryonnaire. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez, mais aujourd'hui, quelles stratégies devront nous mettre en œuvre, justement, pour pouvoir développer une technologie adaptée tout en considérant ces aléas climatiques? Je voudrais orienter la question à Dr Kouadio. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ce type de débat et parler de recherche. Permettez-moi d'évoquer un chiffre. Il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui crée son indice et l'ensemble des pays en termes d'innovation. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire, au niveau des pays africains, classé 14e, mais plutôt 122e au niveau donc mondial. Quand on regarde, on compare le développement économique avec le classement de ces pays, dans les 10 premiers, on n'a pas de pays africains du tout. Okay? C'est de montrer aussi le défi que nous avons sur ces questions de développement, de recherche aussi, d'approche aussi donc de recherche. Un autre chiffre, c'est tout ce qui est donc recherche et développement. Donc, comme vous le savez, la définition de recherche et développement, c'est la capacité, c'est lié à l'innovation, à la capacité certainement à créer de nouveaux produits ou à améliorer donc l'existant dans le cadre de tout un processus qu'on met donc en place. Et il y a un indice mondial qui existe, un indice mondial de l'innovation qui a 4 dimensions, qui permet de pouvoir donc voir comment est-ce que les pays s'engagent dans ces dimensions d'innovation. Quand on prend les pays africains de manière générale, en termes de financement de recherche et de développement, c'est moins de 1% du PIB. Alors que pour les autres pays, c'est déjà plus de 2%. On regarde le cas de la Côte d'Ivoire, c'est 0,07% du PIB. Comparé à un pays comme le Sénégal, qui est classé dans le niveau le plus élevé, enfin dans les pays africains, en tout cas les plus innovants, qui est donc de 0,58% donc du PIB. Ça montre des défis que nous avons dans le secteur de recherche et développement appliqués aux questions donc de l'environnement. Ceci dit, pour la question pour ce qui est donc de la recherche, on peut se placer donc à 2 niveaux. Il y a d'abord ce qui va porter donc par le biais de l'État, le gouvernement, parce que les questions d'environnement, on dit, c'est un bien social, et ce bien social, donc à cause des questions d'imperfection économique, en termes de financement, le privé ne va pas donc s'approprier tout de suite donc ce financement. Et donc il y a les gouvernements qui vont pousser, ou bien les organisations internationales qui vont pousser. Donc c'est l'idée du push pour initier donc le premier niveau donc de développement, pour produire des technologies qui vont arriver à une certaine maturité, auquel donc le secteur privé donc pourra donc s'attacher et donc aller donc sur les questions de développement. Alors, les centres de recherche ont leur mot à dire, et je peux dire pour ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire qu'on a une panoplie de centres de recherche qui existent. Quand on prend le sujet donc de l'environnement, c'est un sujet holistique qui prend en compte aussi bien le comportement, l'acceptation des normes environnementales ou bien des changements technologiques dans l'environnement, que donc la production de nouveaux procédés
de nouveaux procédés pour améliorer donc l'existant. Et je peux vous dire que dans ce cadre-là, aussi bien du point de vue social que du point de vue thinking, il y a des centres qui existent. Ce qui serait intéressant, c'est de renforcer cette connexion, la connexion qu'il y a entre le monde de la recherche et donc les préoccupations. Et dans ce cadre-là, la Côte d'Ivoire est plutôt bien avec donc, le plan national de développement qui donne l'ensemble des priorités et maintenant au centre de recherche donc, de travailler en relation avec les divers ministères dans ce sens-là. Alors, je peux vous donner le cas de l'NCA qui travaille dans ce domaine. Je peux le cas, par exemple, dans le cas du secteur agricole. Donc, présentement, avec la FAO, nous avons un atelier régional qui va faire le bilan de tout ce qui est donc la production des statistiques agricoles, l'amélioration aussi donc des technologies. On dit aller à petits pas. L'exemple des récoltes, des pertes post-récolte au niveau. Donc, c'est les divers enseignements qui ont été donc tirés donc des pertes post-récolte, donc ont permis de pouvoir donc mettre en place des procédés qui, donc mis à disposition des cultivateurs, permettent aussi vraiment permettent aussi d'améliorer, donc de réduire donc ces post-récoltes. Quand on parle d'environnement, de recherche de l'environnement, il y a, j'ai failli dire, aller à petits pas. Il y a certainement la recherche technologique, certainement qu'on va en parler, qui permet de pouvoir, donc, comme on le dit, faire le saut du crapaud et donc éviter les étapes qu'ont passées donc les autres pays, donc notamment les pays développés. Mais il y a aussi le changement comportemental. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des centres de recherche qui existent, il y a des centres de recherche qui peuvent aider donc, à faire accepter donc, tous les changements technologiques, toute la politique donc, en place. Et pour terminer sur ce point, je vais donner un exemple au Kenya. Et il y a aussi en Côte d'Ivoire, mais bon, plus simple, c'est au Kenya qui a été très bien documenté. C'est au niveau de l'acceptation de l'énergie solaire et l'intégration de l'énergie solaire, non seulement dans les habitats, mais aussi dans la production donc, agricole. Parce que si les populations n'acceptent pas, n'intègrent pas ça dans leur quotidien, toutes les politiques que vont mener donc, les États, finalement, n'auront pas les effets escomptés ou bien en termes d'effets, ce ne sera pas vraiment donc, important. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle une enquête qui a été donc conduite sur l'utilisation, sur l'acceptation, sur la perception de cette énergie solaire, sur la forme de production de cette énergie solaire, quelle que soit la source, pardon, l'énergie donc non renouvelable, quelle que soit la source, que ce soit solaire, éolienne et autres. Et les populations ont donné donc leur ressenti. Comment est-ce que cette énergie leur sera profitable par rapport donc à leur culture, et ces points donc ont été donc intégrés dans la politique proposée par donc l'État kényan, et finalement il y a eu une efficacité, une adoption. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible et les centres existent, il y en a beaucoup donc en Côte d'Ivoire selon leurs divers domaines et qui vont aborder la question de manière holistique selon toutes les dimensions, que ce soit sociale, technique, technologique ou bien transfert de technologie. Mais d'abord, l'État pousse et ensuite, les technologies arrivent à maturité et sont récupérées par le secteur privé. Donc, ça signifie que c'est donc, voilà, aussi bien l'État que le privé qui doit donc prendre en compte cette question de recherche et développement. Merci, docteur. Alors, on va mettre un peu le pied dans le plat. Et je voudrais poser une question à monsieur le ministre. Et justement, tout à l'heure, docteur Kouadio a indiqué que moins d'1% du PIB est consacré à la recherche et au développement. J'ai bien envie de savoir aujourd'hui quelle est la dynamique au niveau de l'État central
quelles sont les actions qui sont mises en œuvre justement pour encourager les actions de recherche et développement dans ce contexte assez particulier? Bien, merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur deux sujets. La première chose, c'est que l'Afrique, globalement, émet moins de 4% de gaz à effet de serre. Et notre pays, c'est 0,01% de gaz à effet de serre. Mais les conséquences, vous les voyez. Ça veut dire que cette lutte, et je suis d'accord avec Carus, c'est une lutte que nous devons mener ensemble. Deuxième précision que je voulais faire, c'est que toutes les stratégies qui sont mises en œuvre de par le monde se fondent sur des études du GIEC. C'est des études scientifiques qui ont démontré que la situation actuelle est du fait de l'homme. C'est l'homme qui émet des gaz à effet de serre additionnels et qui réchauffe la planète. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, toutes les mesures préconisées découlent de ces études scientifiques. Pour réduire les gaz à effet de serre, il faut réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Et ça, c'est prouvé. Donc, que la Côte d'Ivoire l'intègre dans sa stratégie, je pense que c'est tout à fait logique. Nous voulons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, nous devons développer le transport de masse, nous devons réduire l'âge des véhicules, nous l'avons fait. Aujourd'hui, l'âge des véhicules importés a été réduit de 5%. À l'époque, on n'a pas, c'est vrai, suffisamment communiqué là-dessus, mais un des objectifs, c'était cela. Faire en sorte que dans la circulation, on ait des véhicules moins âgés et qui polluent moins. Troisième ou quatrième observation, c'est sur l'aspect technologie. C'est vrai, toutes les mesures qui ont été prises, lorsque une mesure dépend du comportement humain, vous savez que c'est difficile. Aujourd'hui, on recommande, pour éviter moins de gaz à effet de serre, d'utiliser moins nos véhicules, utiliser le transport en commun. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont prêts à utiliser le transport en commun. C'est utiliser les véhicules électriques. Ils sont hors de portée pour tout le monde. D'où la nécessité aujourd'hui d'imaginer d'autres solutions. L'entrée dans la recherche, je veux dire la recherche et développement, vise, si vous voulez, à contourner un peu les obstacles humains dans la recherche de solutions. Je l'ai dit tout à l'heure, il est question, par exemple, pour les véhicules, la pollution émanant des véhicules, d'utiliser des batteries à haute densité électrique. Pour les véhicules également, pour se détourner ou se départir des émissions de gaz à effet de serre, de travailler sur la recherche qui doit déboucher sur de l'hydrogène. Aujourd'hui, dans les pays développés, on est en train de réfléchir sur la captation directe du CO2. Si on ne peut pas empêcher l'homme de mettre, on imagine des systèmes qui peuvent permettre de capter le CO2 dans l'air. Donc, voilà des objectifs qui sont visés par la recherche. Mais vous savez qu'en Afrique, la recherche coûte cher. Pas en Afrique, la recherche elle-même coûte cher. Nous avons d'autres soucis de développement et les crédits destinés à la recherche sont insuffisants. Donc, c'est vrai, c'est bien de parler de recherche, surtout de recherche endogène, mais je ne vois pas quel est le budget que nos États disposent pour faire ces recherches. C'est une problématique fondamentale. Donc, voilà la question de la recherche. C'est vrai, la recherche, c'est une opportunité. La recherche-développement, c'est une opportunité pour adresser les questions de lutte contre le changement climatique. Mais au jour d'aujourd'hui, la recherche coûte cher. Je ne dis pas que pour cette raison, il faut se départir de la recherche. Nous devons faire la recherche. La recherche doit être appliquée à nos besoins pressants, notamment au niveau de l'agriculture.
Le CNRA a développé des variétés de cultures résistantes au changement climatique. C'est des cultures qui consomment moins d'eau, qui résistent au soleil, au stress thermique. Donc, c'est vers ces recherches que nous, pays en voie de développement, qui avons moins de moyens, nous devons orienter nos recherches. Donc, voilà ce que je voulais dire, madame, pour répondre à votre question. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Ça me permet de poser la question du financement, justement, de la recherche. Et j'ai bien envie d'orienter la question à Dr Hachi. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont possibles justement de mettre en œuvre justement pour encourager la recherche dans le pays? Merci beaucoup, madame la modératrice. Je voulais juste revenir sur le principe donc, de la recherche. Pour nous, la recherche, il y a deux aspects très importants. Elle devrait servir à anticiper sur des impacts donc, de choc. Donc aujourd'hui, on a le principe donc, des changements climatiques qui constituent donc des chocs avec des effets divers sur des secteurs donnés, donc sur la santé, sur l'écologie et autres. Donc une partie donc, de la recherche devrait être une forme d'anticipation sur ces effets et de contenance des effets. Maintenant, la seconde partie, ça devrait permettre de répondre à une priorité latente, donc une priorité qui se présente à un temps donné lorsque on apprécie l'effet à un temps très court. Et donc de ces deux aspects-là, le type de financement devient donc différent. Lorsqu'on prend l'aspect donc de l'adressage du problème donc des changements climatiques en faisant de la recherche vraiment ciblée à partir donc des effets identifiés lorsque donc le choc intervient, c'est de pouvoir compter effectivement sur la mobilisation donc, des ressources qui pourraient provenir donc, de l'État. Et monsieur le ministre l'a très bien dit, les financements sont assez importants dans ce domaine-là et c'est extrêmement compliqué. Et la voie la plus simple à pouvoir effectivement contenir lorsque le choc intervient, c'est la sensibilisation, c'est la technicité qui peut être développée de façon temporaire pour contenir cela. Mais pour la recherche de très long terme, qui doit anticiper et répondre à des implications de très longue durée, demande beaucoup de financement. Et aujourd'hui, la stratégie qui pourrait être proposée, c'est d'aller un peu vers le financement privé. Vous avez par exemple des États dans lesquels on a beaucoup de financements qui sont rattachés, enfin qui sont accompagnés par les entreprises privées. Au Kenya par exemple, vous avez des étudiants pendant donc leur phase donc, de thèse qui bénéficient de financement de la part des entreprises qui sont dans le domaine par exemple de la protection de l'environnement. Donc les recherches qui sont faites par ces futurs docteurs-là, non seulement sont financées, et la solution ou les différentes résolutions qui vont ressortir donc de leurs travaux vont permettre effectivement à la structure ou l'entreprise qui s'occupe du financement d'adresser véritablement donc une partie du problème, sinon la quasi-totalité du problème. Donc vraiment pour répondre à votre question, c'est d'aller sur des principes donc, de financement privé, donc permettre à ce que les entreprises privées puissent accompagner l'État dans le financement donc, de la recherche et aussi trouver de façon sectaire les problématiques qui sont conduites par les étudiants qui font donc des recherches de façon microéconomique. Voilà. D'accord. Merci. Je voudrais orienter la question à Youssouf. On a parlé tout à l'heure de financement qui proviendrait du secteur privé. J'ai bien envie d'avoir ton appréciation sur le point. C'est une question intéressante parce que ça permet aussi de cibler un petit peu de quoi on parle quand on parle de recherche. Parce que il y a la recherche fondamentale qui, effectivement, la recherche fondamentale, ça coûte cher. Les résultats de la recherche fondamentale, alors, quand vous voyez des mathématiciens arriver à démontrer des théorèmes après 100 ans, 200 ans bon, ça c'est de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça, effectivement, ce soit une priorité pour nous. Effectivement, il y a d'autres priorités. Mais il y a de la recherche pragmatique qu'on fait. Le CNRA, le ministre l'a cité, pour moi, c'est un excellent vecteur de recherche.
Et quand le CNRA vous dit qu'il a découvert une nouvelle souche de plants dans tel ou tel domaine qui résiste à telle maladie, etc., ben, l'année qui suit, c'est-à-dire que c'est à très court terme, on en voit directement les résultats. Et ça, pour moi, c'est ce qui va constituer un peu notre stratégie en réactivité au changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on va subir de toute façon des aléas climatiques. Donc il faut se préparer en termes de recherche avec des vecteurs comme le CNRA par exemple, mais je pense à d'autres. Pour moi, le BNET, c'est un excellent vecteur également parce que c'est un vivier d'ingénieurs qui sont capables de travailler sur des problématiques de déperdition d'énergie dans le bâtiment, d'efficience énergétique sur des infrastructures publiques. Donc on a tendance peut-être à le négliger parce que ce ne sont peut-être pas des chercheurs à proprement parler, mais ce sont des sociétés qui font de la recherche en réalité. Donc pour moi, c'est tout ce qui va constituer notre stratégie peut-être dans le temps, mais en réaction. Maintenant, il y a la stratégie qu'on doit adopter, qui est une stratégie proactive. Sur les stratégies proactives, c'est là où il faut peut-être faire un peu plus preuve de malice peut-être. Vous savez, quand on parle de transfert technologique, par exemple, on parle souvent de transfert technologique, mais dans les faits, moi j'en vois très peu du transfert technologique. Quand on négocie avec de l'industrie minière, par exemple, avec des miniers sur des ressources qui nous appartiennent, c'est vrai, on négocie pour que effectivement les villages, etc., qui sont autour des mines puissent bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures financées en partie par les ressources. Alors, c'est pas de la générosité, hein, il faut bien le comprendre. Les gens viennent chez nous pour travailler en extraction minière. Il faut bien que les ressources extraites de nos sols puissent profiter aux populations. Donc c'est pas de la générosité. Par contre, il faut qu'on puisse aussi négocier. Bon, là j'ai pris le cas du minier, mais il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels on peut s'approprier des technologies qui existent. La raison pour laquelle les brevets ça existe, c'est que en fait on peut acheter aussi le savoir. On peut acheter les brevets déjà émis. La Chine aujourd'hui est un des premiers, d'ailleurs le premier émetteur de brevets. Tous les brevets qui sont existants sur notre marché sont consultables. C'est-à-dire que c'est des technologies qu'on peut consulter, c'est des avancées technologiques qu'on peut s'approprier. Parfois, effectivement, il faut payer des royalties, etc. Mais je pense que l'Afrique fait partie du monde aujourd'hui et il faut pouvoir s'accaparer des outils qui existent. Et la recherche qui a été faite par ceux qui sont peut-être plus à la pointe que nous, peut aujourd'hui nous servir, alors comme disait le directeur général de l'NCA, nous servir à faire des bons de grenouilles pour ne pas avoir à refaire effectivement des choses qui ont déjà été faites. C'est pour ça, moi je fais très attention, surtout quand je vois certains panafricains idéologues qui parlent de repartir vivre dans des cases, ou enfin il faut arrêter. Il y a des gens qui ont fait de la recherche pour que certaines choses soient plus efficaces. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des Africains qui sont à la source de certaines innovations qu'on ne peut pas se les réapproprier et voire même les améliorer et aller plus loin. Je pense qu'on est tout outillé. Aujourd'hui, je vous ai parlé de certains vecteurs qu'on a déjà. On est tout outillé à se réapproprier et à avancer, peut-être même plus vite que les autres. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on avance beaucoup plus vite que certains pays, même occidentaux. Parce qu'effectivement, on a des conditions climatiques qui nous permettent, sur certains sujets, d'avoir le lead dans certains domaines. C'est pas quelque chose de naturel, le fait qu'on soit premier producteur de certaines cultures. C'est quelque chose qu'on a su bâtir. Il ne faut pas non plus l'oublier. Ça part de la recherche, tout ça. C'est peut-être des choses qu'on n'appelle pas recherche, mais il y a quand même une recherche en Côte d'Ivoire qui est très pragmatique. Et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Maintenant, il y a un dernier point peut-être que je voulais ajouter sur ce que le ministre disait justement sur le fait d'avancer ensemble. Vous savez, il y a une petite anecdote. En 2017, moi, j'ai fait l'exercice avec un certain nombre d'amis. Bon, on a eu des autorisations qu'il fallait pour faire l'ascension du mont Nimba. Je pense qu'on était, alors depuis les années 70, plus personne n'y était allé. On a été les premiers à y aller depuis les années 70. On était 9 à y aller. Et il faut savoir que le mont Nimba, en Côte d'Ivoire, c'est une réserve intégrale. C'est-à-dire que le dernier village qu'on a rencontré avant de faire notre ascension, on était avec des soldats de l'OIPR, c'est un village qui s'appelle Yale. Donc même les villageois de ce village-là n'ont pas le droit de rentrer en réalité dans les réserves intégrales sans autorisation. Donc c'est pour vous dire à quel point est-ce que la protection de l'environnement chez nous, c'est quelque chose de très important. Et l'OIPR fait un travail extraordinaire là-dessus. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, nous, quand on est arrivé au sommet, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir que les soldats, quand on montait, ils nous disaient, mais même nos déchets, on les ramassait. Donc je peux vous dire qu'on est revenu de notre ascension avec nos déchets.
Mais par contre, quand on est arrivé au sommet, vous savez, au sommet du Mont Nimba, vous voyez 3 pays. Il y a la Guinée, il y a la Sierra Leone, et puis il y a notre partie, la Côte d'Ivoire. Mais du côté de la Guinée et du côté de la Sierra Leone, c'était des exploitations minières. Tout simplement parce que toute la réserve du Mont Nimba, en fait, c'est un des plus gros gisements de fer au monde. Et donc, la Côte d'Ivoire fait le sacrifice de se dire mais moi, je préfère préserver la biologie, la biodiversité dans cet endroit-là, mais par contre, nos voisins ne le font pas. Donc, est-ce qu'en réalité, on n'a pas intérêt à justement peut-être mutualiser nos efforts dans ce sens pour avoir des politiques cohérentes, en fait? Ça aussi, c'est un enjeu. D'accord, merci. Ça me permet de poser une question assez importante à Monsieur le ministre, justement sur la préservation de l'environnement. Quelle est la stratégie aujourd'hui ou le plan de développement au niveau de votre ministère et qui s'imbrique dans le PND de l'État central? Bien, merci beaucoup. Je voulais juste dire un mot sur le financement et je vais revenir à la protection de l'environnement. Sur la question de financement, vous savez que, comme on le dit habituellement, le nerf de la guerre, c'est les ressources. La lutte contre le changement climatique coûte cher. Selon un dernier rapport de la BAD, l'Afrique a besoin de 2800 milliards de dollars pour mettre en œuvre ses contributions déterminées au niveau national. En début de propos, j'ai indiqué que notre plan d'action climatique coûte à l'État de Côte d'Ivoire 22 milliards de dollars. Ça veut dire que ça fait 11 000 milliards de francs CFA, au-delà de nos ressources budgétaires. Il n'y a que le secteur privé et les organisations internationales, les organisations financières internationales qui peuvent nous accompagner à la mise en œuvre de nos plans d'action climatique. Mais malheureusement, on nous reproche, et c'est une réalité, nous n'avons pas de projet. Les bailleurs de fonds ne viennent pas vous donner de l'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut des projets, et je le dis pour l'assistance, il faut des projets à impact climatique. Ceux qui ont des projets, notamment dans le domaine de l'économie circulaire, c'est bon de les faire savoir. Nous sommes là pour servir de courroie de transmission avec les bailleurs de fonds pour que les bailleurs puissent financer ces projets. La lutte contre le réchauffement climatique coûte cher. Il y a paradoxalement des ressources disponibles, mais il faut créer la jonction entre les deux pour que nos projets soient financés. Madame, vous avez demandé quelle est notre stratégie en matière de protection de l'environnement. C'est une stratégie à 3 volets. Premièrement, faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, protéger la biodiversité. Et troisièmement, lutter contre la pollution. Lutter contre le réchauffement climatique, toutes les mesures que j'ai indiquées, les mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, les mesures d'adaptation et de résilience aux conséquences du réchauffement climatique font partie de ce premier axe. Deuxième axe, c'est la lutte contre la biodiversité. Il s'agit de reconstituer la biodiversité que nous avons perdue ou de la maintenir. La reconstitution, c'est à travers les parcs et réserves. Carius citait tout à l'heure l'exemple du Mont Nimba. Nous avons 18 parcs et réserves qui sont des réserves intégrales. Aucune activité, aucune habitation ne peut se faire dans ces zones. Il n'y a que la faune et la flore qui se développent dans ces zones. L'objectif, c'est de reconstituer la biodiversité et le couvert forestier de sorte à renforcer notre capacité de captation des gaz à effet de serre. Le troisième axe, c'est la lutte contre la pollution. La lutte contre le plastique, la lutte contre le désordre urbain, la lutte contre les comportements qui ne respectent pas les normes environnementales, les éco-gestes qui protègent l'environnement rentrent dans ce troisième volet. Donc, c'est un peu ce que nous essayons de développer et de mettre en œuvre. Chacun ici doit être, je veux dire, l'avocat de l'environnement.
les questions environnementales ne sont plus des questions d'ordre environnemental. C'est devenu des questions sociales. Je l'ai dit quelque part, aujourd'hui, le lien est établi entre le climat et le développement. Certaines entreprises fonctionnent sans tenir compte des normes environnementales, polluent les matrices environnementales, l'eau, l'air et le sol. Mais les conséquences du réchauffement climatique ont un impact sur les activités. Une étude menée par la Banque mondiale indique que 80% des entreprises ivoiriennes ressentent les effets du réchauffement climatique sur leurs activités. J'ai indiqué tout à l'heure que 20% de la production cacaoyère, on va connaître une baisse de 20%, mais 20% de la production cacaoyère, malheureusement, Dieu est parti. Toutes les entreprises du secteur cacaoyer vont avoir un impact direct sur leur chiffre d'affaires. La BCAO, Banque centrale, a bien compris cela, parce que le réchauffement climatique va avoir un impact sur la stabilité financière. Les entreprises qui ont leur chiffre d'affaires qui baisse, ça veut dire que les banques vont avoir des ressources en moins dans leurs banques. Ça va avoir un impact sur les réserves de change de la Banque centrale. Vous voyez qu'il y a un lien direct. Donc nous tous, nous devons conjuguer nos efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est plus seulement une affaire du ministre de l'Environnement. Donc, madame, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, monsieur le ministre. Justement, relativement à ce point, on comprend bien l'urgence qui va s'accentuer dans quelques années. Est-ce qu'il a anticipé ou prévu de mettre en place des critères, notamment en lien avec les critères ESG, pour contraindre certaines entreprises, justement, qui ont des taux d'émission ou des taux des participations qui sont très importantes? Alors, Dieu merci, il y a l'Assemblée nationale qui vient d'adopter le Code de l'environnement. C'est un Code de l'environnement qui est mis au goût du jour, qui intègre les meilleures pratiques internationales. C'est en novembre que ça a été adopté. Nous sommes dans la phase de diffusion. C'est un code qui indique tous les comportements anti-environnementaux, qui fait la promotion des meilleures pratiques environnementales. Il faut que chacun d'entre nous ici se l'approprie. Donc ce code, c'est un peu la boussole en matière de protection de l'environnement. Je ne vais pas citer toutes les pratiques en termes de gestion des déchets, en termes de gestion des plastiques, en termes de respect comment on appelle ça, des prescriptions sonores. Tout ça, toutes ces normes sont intégrées dans ce code de l'environnement que chacun d'entre nous est tenu de respecter. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais que nous puissions aborder maintenant la question de la technologie. Concrètement, aujourd'hui, Youssouf indiquait tout à l'heure que nous devons tirer profit justement et tirer des leçons des réalisations ou des tests qui ont été réalisés au niveau des États occidentaux. Pour les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, quelle devrait être la stratégie justement à mettre en œuvre pour développer la technologie? Non, je suis d'accord avec Carus et M. Hachi pour leur intervention. Mais dans ce domaine, moi, je pense qu'il ne faut pas, comment dire ça, chercher une voie africaine, comme on a l'habitude de le faire. C'est vrai. La voie africaine, peut-être, ça va être dans l'approche, mais il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. Aujourd'hui, il y a de la recherche pour atténuer les effets du changement climatique. Il y a de la recherche, ça existe. Carus disait qu'on ne va pas retourner à vivre dans les cases. Mais en même temps, ce que les autres ont trouvé, il faut qu'on les capitalise. Et je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'atténuation, il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues. La Côte d'Ivoire les a intégrées dans son dispositif et c'est ce que nous essayons d'appliquer.
En termes d'atténuation, par exemple, on nous a dit qu'il faut reforester. Faites la reforestation. La reforestation, l'avantage, c'est de permettre aux forêts de capter les gaz que nous émettons. Donc plus il y a de la forêt, plus nous captons de gaz à effet de serre, à défaut de pouvoir réduire nos émissions. Donc faisons en sorte que nous ayons beaucoup de forêts. C'est prouvé scientifiquement que les forêts, par le phénomène de la photosynthèse, arrivent à capter les gaz à effet de serre. Les scientifiques nous disent, réduisez vos consommations de fuel à travers vos déplacements. Faites en sorte d'avoir des gestes éco-citoyens. Utilisez le covoiturage si possible. Si vous allez à 5 au même endroit, au lieu d'utiliser 5 véhicules, utilisez 2 ou 3 véhicules. Vous réduisez votre impact écologique sur l'environnement. Les scientifiques nous disent, aujourd'hui, à défaut de mieux, les véhicules électriques peuvent être une solution. La promotion des véhicules électriques est en cours. Utilisons, si possible, les véhicules électriques. Ça, c'est le côté, je veux dire, atténuation des effets. Mais il y a le côté adaptation. Malgré les efforts, l'impact est là. Comment on fait pour être résilient à ces effets? J'ai pris 2 exemples. L'érosion côtière. L'État a mis en place des projets pour construire des infrastructures pour parer aux effets de l'érosion côtière. En même temps, développer des activités génératrices de revenus pour les populations des érosions côtières qui ont perdu leur activité principale. En termes d'adaptation, je l'ai dit, c'est la recherche appliquée à l'agriculture. Aujourd'hui, une bonne partie de nos recettes d'exportation provient de l'agriculture. S'il y a des pertes de productivité, qu'est-ce qu'on fait? On s'est adressé à nos chercheurs qui ont trouvé des variétés plus résistantes. Avec le cacao, avec les cultures vivrières, il y a des variétés plus résistantes au changement climatique. Autre mesure d'adaptation, c'est la gestion de l'eau. Aujourd'hui, il y a un programme de gestion rationnelle de l'eau, de sorte à ce que l'agriculture ne manque pas de l'eau. Donc voilà les dispositions que le gouvernement prend face à ce phénomène-là et qui sont, il me semble, des mesures efficaces qui permettent à notre pays de gérer cette situation. Merci, Monsieur le Ministre. En évoquant la question des technologies de transformation qui visant justement le développement économique, depuis ce matin, nous parlons des performances économiques, de la volonté du pays d'entrer dans une phase d'industrialisation assez prononcée. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de l'État justement pour accélérer ce développement technologique-là et qui permettrait justement de soutenir le développement économique? Bon, je ne suis pas le ministre de la Recherche scientifique, mais je sais que l'objectif du gouvernement, c'est de mettre la recherche au profit de notre développement économique. Et quand on parle de développement économique, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect étatique, ce que l'État lui-même fait pour renforcer ses structures de recherche, comme le CNRA, comme le BNED, comme d'autres structures, mais il y a ce que le secteur privé lui-même doit faire. Le secteur privé a une obligation sociétale en matière de protection de l'environnement. Dans la conception de leurs projets, ils doivent faire en sorte que les projets qu'ils conçoivent respectent les normes environnementales. Donc, ce n'est pas seulement qu'une question du gouvernement, mais c'est une question d'ensemble. L'État fait sa part et j'ai bien compris que le secteur privé a commencé à comprendre les enjeux et à s'impliquer davantage dans la recherche au profit de l'environnement. D'accord. Je voudrais orienter la question à Youssouf. Justement, aujourd'hui, comment devrions-nous faire justement pour accélérer le développement technologique dans nos pays? Moi, je pense que le lien entre le développement d'un pays et la recherche, en fait, il doit être pragmatique. Je sais qu'il y a certaines formations, alors je pense que même c'est le cas, il me semble, de l'ENSAE qui travaille quand même pas mal avec des privés parce que effectivement, la gestion des données est devenue quelque chose de fondamental en fait dans n'importe quelle entreprise privée.
Et ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, beaucoup de centres de recherche, peut-être publics, ne le font pas, ou pas peut-être suffisamment. Mais pour moi, la recherche, le lien entre la recherche et le privé doit d'abord se constituer sur les besoins des privés. Aujourd'hui, là où on a un déficit en fait en capital humain, si vous voulez, sur le plan académique, c'est surtout sur des métiers qualifiés. Par exemple, vous allez chez n'importe quel industriel, il vous dira qu'il n'arrive pas à recruter. Vous allez chez n'importe quelle entreprise de BTP, elle vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de vivier pour recruter. Ou elle recrute, mais pas des agents suffisamment qualifiés. C'est là où, justement, des formations qui sont bien structurées, des centres de recherche qui sont bien structurés, pour moi, devraient pouvoir attaquer les besoins des entreprises. Moi, je me souviens, bon, ça date un petit peu, mais bon, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, j'ai terminé mes études en 2007-2008. À l'époque, je me souviens qu'un an avant, je travaillais déjà sur toute mon année académique avec une entreprise. À l'époque, c'était BVA Sondage. Bon, moi, je suis statisticien aussi, économètre de formation, donc ça vous parle, mais c'est des choses que moi, en fait, pour moi, ça a été une de mes expériences professionnelles étant étudiant, hormis les stages les plus significatives, c'était le fait de pouvoir travailler avec une entreprise, tout en étant dans mon milieu éducatif, avec une entreprise tout au long de l'année, sur des sujets de recherche où l'entreprise n'avait pas de budget pour adresser en fait ces problématiques de recherche parce que ça lui coûtait trop cher, et elle faisait appel à des équipes d'étudiants pour plancher dessus pendant un an. Et moi, ça, c'est des choses que je sais qu'il y en a quelques-uns, il y a quelques formations qui arrivent quand même à le faire, qui essaient de le faire, mais pour moi, ça, c'est déjà la clé pour à la fois pouvoir tirer un investissement privé, on va dire entretenir des relations avec les besoins réels du marché du travail. Et je me souviens d'ailleurs, pour finir mon anecdote sur ma propre expérience, une des dames qui était dans mon équipe d'étudiants a été embauchée par l'entreprise avec laquelle on bossait pour partir sur une thèse professionnelle. C'est-à-dire qu'elle était salariée de cette entreprise-là pour aller encore plus loin dans le projet de recherche que nous, on avait déjà abouti à un certain niveau. Donc c'est quelque chose de fondamental pour moi. On ne peut pas aujourd'hui continuer d'avoir un système éducatif qui ne prend pas en compte en réalité les besoins réels du terrain. Et d'ailleurs, je le dis aux jeunes qui nous suivent, ceux qui ont l'occasion de s'orienter vers des métiers qualifiants. Pour moi, c'est l'avenir de l'emploi de la Côte d'Ivoire de demain, c'est des métiers qualifiants. C'est pas, je vais pas citer des formations pour pas faire d'amalgame parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais de toute façon, aujourd'hui, quand on regarde le marché du travail, là où on a beaucoup de mal à recruter, c'est en ouvriers qualifiés, c'est en ingénieurs, il n'y en a pas suffisamment. Et pour moi, la responsabilité, elle est aussi au labo de recherche. Parce que moi, je ne crois pas en un système éducatif qui évolue sans des labos de recherche. Je pense que l'évolution du système éducatif, pour moi, passe par les labos de recherche. C'est avec les labos de recherche qu'on arrive à identifier et à répondre aux problématiques que nos entreprises, que nos entrepreneurs, que nos populations rencontrent. Et c'est ce qui devient un besoin concret sur lequel on arrive à bâtir des expertises, à bâtir des parcours académiques pour ensuite faire en sorte que ces jeunes-là qui rentrent dans le système éducatif ressortent avec une compétence qui est tout de suite valorisable sur le marché. Donc je pense que ça passe essentiellement par les labos de recherche. Merci Youssouf. Je vais anticiper une question que j'avais justement. On assiste aujourd'hui à un développement assez prononcé de l'intelligence artificielle. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, en ce qui concerne les programmes même de formation en lien avec le système éducatif, comment est-ce que nous devrions justement mettre en place, réformer les systèmes de formation, les programmes même de formation de façon générale pour justement soutenir notre développement et être dans l'actualité, j'ai envie de dire. Je voudrais poser la question à Dr Kwadjo et ensuite Dr Hachi. Merci beaucoup pour cette question, plutôt très intéressante. Pour y répondre, je vais d'abord évoquer deux initiatives que nous avons au niveau de l'UNCR. Il y a 2 ans, nous avons mis en place le laboratoire d'innovation en statistique donc appliquée, qui a pour vocation de répondre aux problématiques donc posées en priorité par les entreprises en utilisant vraiment toute la technologie qu'on a dans notre domaine, que ce soit bien
bien statistique que donc technologique pour donc, tout ce qui est donc, innovation de manière générale et même aussi la production de données, analyse des données, ainsi de suite. Autres. De l'autre côté, on a eu cette initiative, donc pendant cette semaine, nous avons consacré la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc déjà, donner les outils à ces jeunes qui sont dotés de toutes ces questions de technologie-là pour pouvoir donc répondre à des problématiques qu'ils auront certainement constatées ou bien relevées au niveau donc des entreprises. C'est pour vous dire que la question de la technologie reste au cœur de toute information donc aux pointes, même si je veux dire, la démocratisation de la formation de nos jours est telle que un jeune qui est en formation, qui est suffisamment curieux, va forcément donc s'intéresser, va forcément regarder ce qui se fait donc ailleurs, donc en termes même d'utilisation d'intelligence artificielle, avec tout ce qui existe donc dans ce domaine-là. D'ailleurs, même les élèves du primaire, j'ai été surpris. J'étais il y a quelque temps à Penn State University, il y avait un étudiant qui devait faire son exposé d'anglais et qui a utilisé donc la technologie pour ça. Donc c'est pour dire que c'est vraiment donc au quotidien. Et quand on prend la question même de la technologie, vous avez posé la question tout à l'heure, j'ai vu que les autres panélistes n'ont pas attaqué directement la question de technologie parce que c'est incorporé même dans le vécu quotidien, dans les actions qui sont donc développées. Donc on pourrait donc évoquer tout ce qui est relatif, par exemple, des blockchain, Internet des objets, et ensuite donc les TIC de manière générale qui sont utilisés au quotidien, par exemple pour, Monsieur le ministre a évoqué dans le premier axe, donc le changement comportemental, c'est pour adopter les bonnes pratiques. Donc l'exemple qu'on voit au niveau de certaines entreprises qui vont donc utiliser ces technologies pour donc communiquer donc aux entreprises, aux consommateurs pour un changement de comportement, pour adopter donc les bonnes pratiques en termes de choix du produit, en termes d'éléments de recyclage aussi. Il y a aussi la chaîne des valeurs où on va retracer donc toute la chaîne de valeur d'un produit pour pouvoir donc éliminer les efficacités, préserver l'environnement donc en conséquence. On va utiliser les questions d'intelligence artificielle pour arriver donc à modéliser donc le comportement de production ou bien donc l'utilisation optimale donc des fertilisants ou bien de l'eau pour parvenir à l'efficacité donc de la production ou bien donc utiliser des techniques de drone par exemple pour donc surveiller donc les plantations, s'assurer des zones qui méritent plus d'attention ou bien qui méritent plus donc d'arrosage, et cela se fait présentement donc en Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'il y a ces technologies qui existent, qui sont donc utilisées, voilà. Et là, je parlais donc du laboratoire LISA, où il y a un programme qui apprend les jeunes à piloter les drones. Donc là, vous avez la capacité donc de piloter les drones, c'est au service donc peut-être de l'agriculture ou bien de d'autres domaines de surveillance, par exemple des côtes, pour ce qui est donc des questions d'érosion, et qui vont collecter donc de l'information. Je veux évoquer ici un programme de recherche qu'on essaie de mettre en place avec un collègue de l'université de Boston, qui va utiliser donc là les images satellitaires. Donc notre objectif, c'est la production donc régulière d'informations au niveau donc satellitaire, couplé avec des capteurs qu'on va donc installer sur toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir regarder les questions de pluviométrie, les questions de vent, et aussi donc voir les effets de ces changements climatiques, l'évolution climatique
sur, donc, par exemple, la production agricole, sur les questions météo, sur donc, la santé. C'est mobiliser toute cette information-là pour donc, arriver donc, à informer donc, les décisions pour, par exemple, à travers les 3 stratégies, les 3 axes qu'a évoqué M. le ministre, donc apporter quelques contributions qui vont permettre donc d'améliorer donc leur intervention. Ça, c'est des exemples d'utilisation de la technologie et aussi donc, du capital humain dans nos institutions qui permettent finalement donc, de parvenir donc, à ce type de résultats. La technologie est essentielle et nous devons pouvoir donc la mobiliser et ensuite avec l'ensemble des financements. Et pour terminer, j'aimerais quand même répondre à un point sur les questions de financement, c'est important. Alors, Monsieur le ministre l'a évoqué tout à l'heure, les besoins sont importants, vraiment de l'ordre de 10 à 20 fois par rapport donc, à la capacité financière existante. Et donc, nous devons être donc, innovants. Mais déjà, il faut avoir la capacité d'utiliser les fonds existants. Par exemple, il y a 11 000 milliards de dollars qui sont donc destinés donc, à l'innovation dans le secteur de l'environnement pour financer les projets technologiques. Donc, c'est des guichets qui existent au niveau des fonds verts que nous devons pouvoir donc, mobiliser, sur lesquels on doit donc postuler pour donc, développer donc, ces technologies. Et dans le cas de nos pays africains, on a évoqué, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des technologies qui sont suffisamment, donc peut-être, qui ont dépassé le stade de développement, qui sont donc à la phase de maturité. Et c'est maintenant à nous de pouvoir, à travers l'innovation, à travers la recherche et le développement, voir comment est-ce qu'on pourrait donc les adapter, donc les prendre, donc les adapter à notre culture, à notre manière de faire, et aussi les rendre socialement acceptables. J'insiste sur ce fait parce que imposer, ça va être difficile. Vous avez dû certainement voir donc, cette fameuse vidéo où il y a des personnes qui viennent casser les panneaux solaires d'un champ de solaire pour produire l'énergie. Ça, c'est la question de, voilà, est-ce que c'est socialement acceptable? Est-ce qu'on a pensé suffisamment à la sensibilisation? Est-ce que ces personnes savent le bien fondé de ces champs solaires pour leur développement, pour leur ainsi de suite autre. Voilà ce que je pourrais dire un peu sur la question de la technologie, sur donc la formation, et je pourrais peut-être revenir, s'il est possible, sur le capital humain qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là. Merci. Merci, Dr Kouadio. Je voudrais orienter la question vers Dr Hachi également. Est-ce qu'il est nécessaire, ou du moins, quelles sont vos recommandations en ce qui concerne la réforme justement des programmes de formation en intégrant de façon un peu plus accrue l'intelligence artificielle, ainsi de suite? D'accord. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, si on part du postulat que la formation est un élément donc très important qui va venir donc enrichir tout ce qui est technologie, la technologie étant dynamique, ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a un temps T, cette technologie va forcément évoluer à un temps T plus 1 en fonction du besoin. Donc, c'est une variable qui nécessite d'être intégrée en termes donc, de formation, en termes de réflexion, pour qu'on intègre le principe donc, de la dynamique de la technologie. Donc, rattacher donc, la technologie dans les formations revient donc d'un aspect donc, très important. Le second truc, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle des collaborations. Donc, aujourd'hui, on a peu de réflexion, peut-être le ministre l'a abordé voilà, dans un autre aspect. On n'a pas assez donc, de réflexion régionale sur l'adressage en fait, de la problématique du changement climatique. Donc, pourquoi je crois qu'il y a une statistique qui a indiqué que le Sénégal semble être très bien positionné donc, en termes donc, de politique d'adressage donc, de ces changements climatiques. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne s'associerait pas donc, en termes de recherche avec donc, plusieurs pays, notamment donc, les pays qui sont bien positionnés au niveau donc, du classement des pays qui sont très bien nantis en termes donc, d'adressage
des politiques donc, liées au problème environnemental. Donc la technologie, comme je l'ai dit, reste donc dynamique et l'intelligence artificielle est un aspect qui vient encore améliorer cette technologie-là. Je me rappelle en 2020, lorsqu'on a eu le problème de Covid-19, on a eu des centres de recherche, notamment au niveau de l'Institut national de Polytechnique, qui nous a fait une belle expérience, donc la production de gel hydro. Donc, un produit qui a été sorti à partir donc, de l'effet Covid. Mais après la Covid, on n'a plus eu des produits similaires ou des produits dérivés qui vont peut-être permettre de résister davantage à d'autres variantes effectivement de Covid que je suppose être derrière nous en termes donc, de choc. Donc voici autant d'éléments pour soutenir le fait que si aujourd'hui on traite le problème de la technologie juste dans la période donc, de crise, on risque donc de ne pas contenir l'ensemble des éléments liés effectivement à la technologie. C'est pour cela que l'intelligence artificielle, en réalité, c'est quoi? C'est que l'économie est confrontée à un problème de consolidation de l'ensemble donc, des avis. Vous avez l'hétérogénéité donc, des agents économiques qui pose un problème sur une solution donnée. Donc, puisque tout le monde pense différemment, donc les comportements de chacun étant différents, a un effet négatif en fait sur, par exemple, le problème environnemental. Donc, l'intelligence économique et l'intelligence artificielle va venir rassembler donc ces différences-là et anticiper sur l'expression ou le comportement de chacun et pouvoir trouver une solution assez idoine. Donc, c'est un aspect qui est une avancée donc, de la technologie qui devrait être davantage maintenu donc, dans les formations pour permettre à ce que la culture de l'intelligence artificielle soit bien maîtrisée et que cette technicité puisse améliorer effectivement nos recherches qui sont, comme on l'a dit ici, très dynamiques au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Merci, Dr Hachi. Nous arrivons à la fin de nos échanges. Il ne reste plus que 10 minutes. Je voudrais passer le floor au public avant de laisser nos différents panélistes donner leur mot de fin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur en blanc. Je pense que ce serait bien d'avoir des dames également. D'accord, madame également en blanc. Est-ce que les hôtesses peuvent rejoindre nos invités qui ont des questions? On va faire honneur aux dames. C'est bon. Oui, merci. Alexandra Ismail, avocate. Tout d'abord, merci pour vos interventions. J'ai une question qui s'adresse à tous les panélistes et peut-être plus particulièrement à Monsieur le ministre, que je remercie d'ailleurs d'avoir mentionné le nouveau Code de l'environnement qui change réellement la donne pour la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Vous avez mentionné dès le départ que la Côte d'Ivoire émet environ 0,1% des gaz à effet de serre polluants, alors même qu'elle subit des conséquences graves et actuelles qui sont liées justement au changement climatique. Par conséquent, j'aimerais avoir votre avis sur la stratégie de la Côte d'Ivoire actuelle, ou peut-être qu'elle devrait avoir face aux initiatives internationales, notamment les engagements souples, fermes parfois des gros pollueurs, et donc des pollueurs qui ont un impact réel sur cette lutte dans le changement climatique. Et donc notamment tout ce qui se passe au niveau de l'accord de Paris et de la COP28. Quel est votre avis justement sur ces initiatives et quelle devrait être la stratégie de la Côte d'Ivoire pour une lutte plus efficace justement contre le changement climatique? Merci. Nous allons prendre une seconde question. Monsieur en blanc à droite. Oui, je suis Samuel Bon, économiste. Déjà, avant de poser une question, je voudrais faire une petite remarque. On a discuté tout à l'heure, du moins les panélistes ont parlé d'innovation, de recherche et développement et de technologie. Mais il me semble que c'était assez complexe pour moi d'essayer de comprendre comment est-ce que tout ça va ensemble dans un écosystème.
parce que je pense que chacun des intervenants a mentionné à quel point la vision était importante. La Silicon Valley ne s'est pas créée juste comme ça, il y a une vision derrière. Les financements également sont importants parce que s'il faut innover, s'il faut développer de nouvelles technologies, il faut qu'il y ait des financements. Et qui parle de financement parle également de l'environnement des affaires. Voilà déjà 3 éléments. Et le 4e élément, bien sûr, sont les infrastructures. Et enfin, on a parlé en longueur de journée de la jeunesse, du formidable potentiel de la jeunesse. Donc il y a la question de formation. Donc ces 5 axes-là mis ensemble devraient être en fait les éléments importants qui visent à créer un écosystème au sein duquel justement l'innovation et la recherche pourraient s'exprimer plus facilement. Donc maintenant ma question par rapport aux différents intervenants, c'est de savoir, et un peu dans la même veine que la dame qui a pris la parole avant moi, la Côte d'Ivoire pollue peu, mais il existe d'énormes marchés de carbone dans le monde. J'ai lu un article où il y avait même des entreprises occidentales qui capitalisaient les gains en carbone des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et d'autres pays d'Afrique subsaharienne et allaient les revendre sur ces marchés à carbone. Donc ma question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement ivoirien fait justement pour créer les conditions nécessaires de telle sorte que les entrepreneurs, les entreprises et les jeunes Ivoiriens puissent justement être outillés de telle sorte qu'ils puissent comprendre les mécanismes aussi complexes tels que la participation dans les marchés à carbone, de telle sorte que ces derniers soient en mesure de vraiment capitaliser ces opportunités qui s'offrent à eux. D'accord, on va répondre à ces 2 questions, en commençant par Monsieur le ministre. Bien, je voudrais remercier les 2 intervenants. On l'a indiqué suffisamment ici que la lutte contre le changement climatique, c'est un combat que nous devons mener ensemble. On pollue peu, mais les conséquences, comme la nature n'a pas de frontières, on ressent les effets du changement climatique. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, dès le départ, a adhéré à toutes les conventions internationales en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement durable. Depuis 1992, avec le sommet de Rio, où les 3 conventions fondamentales ont été signées, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention des Nations Unies sur la biodiversité et la Convention des Nations Unies sur la désertification, la Côte d'Ivoire a adhéré à toutes ces conventions jusqu'à l'accord de Paris qui prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,5% d'ici 2030. C'est sur la base de cet accord de Paris que nous avons élaboré nos contributions déterminées au niveau national qui prévoit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30,41%. Il faut indiquer que c'est une obligation de l'accord de Paris. Chaque pays membre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique est tenu de rédiger ses engagements climatiques et de les réviser chaque 5 ans à la hausse. On était à 28% et nous l'avons révisé en 2022 à 30,41%. Donc même si on émet un peu de gaz à effet de serre, mais c'est un engagement international auquel nous avons souscrit. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays qui respecte ses engagements internationaux, nous avons élaboré ces contributions déterminées que nous essayons de mettre en œuvre. Le marché carbone, c'est un dispositif nouveau, le marché carbone. Il s'agit pour certains pays de générer des crédits carbone qui peuvent céder à des pays qui polluent plus. Mais je vais vous rassurer, la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place la réglementation. Tous les experts nous ont indiqué que c'est un marché nouveau. Aujourd'hui, il y a un grand frémissement. Tous les pays développés cherchent à venir développer des activités de marché carbone chez nous. La porte d'entrée, c'est le ministère de l'Environnement, mais je peux vous dire qu'on n'a pas encore signé de contrat tant que les textes, la loi, le décret
qui mettent en place les organes ne sont pas signés. Donc je voulais rassurer le monsieur qui a posé la question. C'est une opportunité, c'est vrai, mais en même temps qu'on veut en profiter, il faut qu'on en profite sans léser sans compromettre notre avenir. Donc voilà ce que je voulais dire pour ces deux questions qui me sont adressées. D'accord, je pense que M. Carus voudrait intervenir sur ces deux questions. Oui, en fait, bon, sur la première question, je pense qu'effectivement, on en a parlé. Moi, je disais au départ ma position, c'est que, et je l'ai vu chez nos gouvernants à travers beaucoup de discussions, les choses se font de façon responsable. C'est-à-dire que ne croyez pas que les États africains arrivent à la COP 21, à la COP 22, etc., et viennent s'asseoir et prennent des dispositions qu'on leur dicte. Nos dirigeants sont très conscients aujourd'hui de ce qui est efficace dans nos régions, de ce qui ne l'est pas aussi. Et moi, je peux vous dire, à travers beaucoup de discussions que j'ai eues avec pas mal de décideurs chez nous, il y a un enjeu de responsabilité. Et effectivement, le ministre l'a dit, on est obligé de toute façon de prendre des dispositions. Mais ces dispositions qui sont prises, elles sont prises de façon extrêmement rationnelle et pragmatique. Je parlais tout à l'heure du revirement de l'Allemagne, par exemple, sur l'éolien. C'est des questions sur lesquelles on s'est posé des questions en Côte d'Ivoire. Et on n'y est pas forcément allé, pour certaines raisons. Il y a aussi aujourd'hui, bon, il y a moins d'engouement, mais à l'époque, il y avait un engouement, mais extrêmement poussif sur le véhicule électrique. Aujourd'hui, on voit le marché s'effondrer parce que les subventions baissent. Et moi, je ne connais aucun pays qui peut subventionner ad vitam aeternam un secteur d'activité. Tant que la technologie n'est pas viable et efficiente, tant que la technologie ne permet pas de faire en sorte que le secteur tienne par lui-même, pour moi, ce sont des technologies qui, aujourd'hui encore, ne sont pas abouties. Vous discutez avec n'importe quel constructeur de véhicules au monde, ils vous diront que la technologie thermique pour le véhicule est encore aujourd'hui beaucoup plus efficace et économiquement viable par rapport au véhicule électrique, parce que dès lors que vous n'avez plus de subventions, ça tombe. Et c'est le cas en Chine, c'est le cas en Europe aujourd'hui, c'est le cas aux États-Unis. Il y a un État aux États-Unis qui l'a même interdit, pour vous dire, parce qu'il a trop peu de population et trop de territoire. Donc il ne peut pas avoir des bornes partout sur son territoire. Donc il y a pas mal de questions en fait. Il y a le recyclage aussi des batteries de véhicules électriques, c'est toute une problématique. Les batteries ne sont pas recyclables, donc ça génère même parfois plus de déchets qu'en réalité ce que ça devrait faire à l'inverse. Donc il y a de nombreuses questions encore. Je pense que nos gouvernants sont dans l'idée d'y aller, mais de façon rationnelle et pragmatique. Et pour moi, c'est la meilleure approche à avoir. Il ne faut pas y aller juste par idéologie. Moi, je dis toujours, on ne gouverne pas par idéologie. Il faut rester pragmatique et rationnel sur les décisions qu'on entérine. Maintenant, sur la question du marché carbone, moi, je suis très dubitatif. Vous savez, moi, je suis un capitaliste. Hein. Je suis directeur de fonds d'investissement. Il n'y a pas plus capitaliste que moi, peut-être. Mais moi, dès lors qu'on commence à me parler de marché, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de sous. Je le sais. Donc, quand on commence à me parler de marché de carbone, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de développer du marché du carbone. Et développer du marché du carbone, ça ne va pas faire baisser les émissions carbone. Au contraire, c'est un marché, quand on est capitaliste, il est voué à se développer. Donc, si on commence à faire du marché carbone, c'est une technique, ok, c'est une stratégie, mais ne croyez pas que cette stratégie va faire baisser les émissions de carbone, bien au contraire. On va en faire un marché, et ce marché, il va se développer. Et il va y avoir du transactionnel, et plus il y aura de transactionnel, plus il y aura d'émissions, et puis on ne s'en sort pas après. Donc, je pense que, pareil, ça revient au même point que la dame qui pour moi, il faut... c'est des initiatives innovantes, certes, il faut y aller en responsabilité, de façon rationnelle, sans oublier ses objectifs de départ, sans nier les problématiques originelles auxquelles on fait face, et il faut y aller en responsabilité. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, monsieur. Nous allons prendre deux dernières questions. D'accord, nous prendrons les trois questions, deux à ma gauche et une à droite. Merci encore, merci chers panélistes, Franck Assassi, Quadio Économie Junior.
Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Environnement concernant le couvert forestier ivoirien qui est aujourd'hui pratiquement détruit. Pour le fils d'un ancien agent de la SODEFOR, je me rends compte à quel point même ces structures qui s'occupaient de la gestion des forêts ici en Côte d'Ivoire est en bave parce que bon, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et je voudrais vous demander si il est possible que vous nous donniez le suivi des initiatives que l'État de Côte d'Ivoire a mises en place concernant le reboisement. Est-ce que c'est suivi? Il y a une année, on s'est donné comme objectif de planter 1 million d'arbres sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi eu d'autres initiatives dans le milieu scolaire où on encourageait les étudiants, les élèves et consorts à planter des arbres. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça a été juste un coup de publicité ou bien c'est véritablement un projet qui tient à cœur à la Côte d'Ivoire? Parce que notre économie en dépend, mais le bien-être, disons, de la Côte d'Ivoire également en dépend au niveau de l'environnement. Merci beaucoup. La seconde question. Je peux aller? Bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Ouattara Saïd, Office Manager à Greenpeace. Ma question va directement vers monsieur le ministre. En fait, moi, je suis du domaine du développement durable. Donc, c'est question environnementale. C'est notre domaine, en fait. Ma question est la suivante. Quel programme propose le gouvernement pour l'intégration des ONG afin d'atteindre les objectifs d'ordre environnemental? La question suivante. Comment le gouvernement assure-t-il la participation et l'engagement des communautés locales et des ONG dans la mise en œuvre de leur programme d'intégration des objectifs environnementaux? D'accord, je pense qu'on peut combiner les deux questions. Une dernière. Merci. Oui, monsieur. Je crois qu'il y a beaucoup de questions pour ce dernier panel. Okay. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, et à tous les panélistes. Alors, je suis docteur Williams Bamba, je suis neurochirurgien. Lors du premier panel, je pense que j'avais également posé cette préoccupation. Moi, je m'axerai beaucoup plus sur la recherche. Alors, dans tous les domaines, l'environnement est à préserver, que ce soit dans la santé, dans tous les domaines, il faut de la préservation de l'environnement. Mais dans notre domaine particulier, la gestion des déchets médicaux reste toujours au cœur des préoccupations. Donc, notre question, c'est de savoir quels sont les axes de recherche actuellement qui sont déjà mis en place pour nous permettre de mieux gérer les déchets médicaux qui, malheureusement, polluent plus alors qu'ils sont en très petite quantité. Et deuxièmement, concernant toujours la même recherche, chaque système on va dire chaque secteur, que ce soit la santé, l'environnement et tous les autres systèmes, ont peut-être des volets de recherche en leur sein qui, normalement, devaient pouvoir permettre de financer et de supporter les différents axes de recherche qui découlent de leur secteur. Mais cela n'est toujours pas évident parce que, comme on l'a dit au premier panel, l'État ne peut pas financer tout le monde. Alors, donc derrière, à travers ces sociétés privées et des investissements, est-ce qu'on peut créer un fonds à la recherche, comme à l'instar du Kenya, dont M. Marius a tout à l'heure donné l'exemple, pour que des recherches qui sont déjà faites avec des brevets sont déjà bien, mais pour les autres recherches, par exemple dans mon domaine en termes de santé, comment faire pour avoir accès à des financements qui peuvent nous permettre, par exemple, de faire des recherches sur des tumeurs cérébrales en local, selon notre contexte, selon notre expérience, pour essayer de pouvoir améliorer un peu le plateau technique en termes de santé. Merci. Oui, monsieur le ministre, Bien. nous pouvons y aller. Bien, merci beaucoup aux intervenants. Concernant le couvert forestier, il faut préciser avant tout le rôle de la forêt dans la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement de la planète. Au-delà de son rôle de procurer de l'ombre ou d'être facteur de pluviométrie, en termes de lutte contre le changement climatique, la forêt joue, ou l'arbre
joue un rôle de puits de carbone. C'est-à-dire les gaz que nous émettons, le rôle de la forêt, c'est de les capter après et de les séquestrer. Donc plus on a de la forêt, plus on séquestre le carbone et moins on a une nuisance par rapport au dioxyde de carbone, au CO2, au méthane qui sont émis dans l'air. Donc le rôle de la forêt, c'est fondamental. Je vous ai indiqué, notre couvert forestier a disparu de près de 80%. De 16 millions d'hectares pendant les indépendances, nous en sommes à 2 300 000 hectares aujourd'hui. Donc dans le cadre de la stratégie du gouvernement, c'est d'ici 2030 de reconstituer son couvert forestier à hauteur de 20%. C'est-à-dire 20% de notre couvert forestier doit être reconstitué. Il y a des structures qui existent. Il y a une société d'État dont le rôle, c'est de faire la reforestation. C'est la SODEFOR. Donc au quotidien, la mission assignée à la SODEFOR, c'est de faire la reforestation. Mais à côté de ça, il y a des initiatives privées. Beaucoup d'entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, prennent des carrés, des parties du territoire et font de la reforestation. Et je voulais encourager toutes les entreprises à procéder ainsi. À titre individuel, il y a des gens qui font la reforestation. Tout le monde cite l'exemple du Kenya. Mais au Kenya, le réflexe, c'est de planter les arbres. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, le réflexe, c'est de couper. C'est l'inverse. Chacun, quand on se lève le matin, il y a un arbre dans sa cour, on dit non, ça produit trop de saleté, il faut couper. Ça ne se passe pas comme ça dans les autres pays. Nous devons avoir le réflexe de reboiser. Même la foresterie urbaine. Au Kenya, vous voyez les belles villas, mais c'est plongé dans de la forêt. Parce que tout le monde a conscience du rôle que joue la forêt. Et c'est ce réflexe que nous devons avoir en Côte d'Ivoire. On a une belle ville, c'est vrai, ça fait beau à voir, mais vous ne pouvez pas faire 100 km à pied. Ce n'est pas possible, à cause de la chaleur. Les rayons solaires rebondissent sur le macadam et puis ça reste dans la nature. Et on le réflexe de planter la forêt. Donc, votre question, qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement fait beaucoup. L'engagement, c'est 20% de couvert forestier en 2030. Mais chacun d'entre nous doit avoir le réflexe de planter plutôt que de couper. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour les ONG et les communautés locales? Sachez que la loi organique sur le développement durable fait des ONG des acteurs du développement durable. Les acteurs gouvernementaux, le privé, les ONG, les collectivités territoriales sont ce qu'on appelle des acteurs de développement durable. L'État s'appuie sur ces organisations pour pouvoir mettre en place sa politique de développement durable. Il est prévu même que dans chaque secteur, que ce soit dans le privé ou le public, il y ait des comités de développement durable. Nous allons commencer à les installer. Le rôle de ces structures, c'est de servir de relais à l'État dans la mise en œuvre de sa politique de développement durable. Donc, celui qui a posé la question aussi, c'est une ONG. Son rôle, c'est d'accompagner l'État. Son rôle, c'est de s'approprier nos CDN, de voir les mesures qui sont prévues dans nos contributions déterminées nationales et de les mettre en œuvre. Une ONG a ses propres moyens de fonctionnement. Si derrière la question, c'est de dire qu'est-ce que l'État va nous donner pour qu'on le fasse, le rôle de l'État, ce n'est pas ça. C'est vous plutôt qui devez accompagner à travers la mobilisation. Il y a des structures qui vous accompagnent. Si vous êtes efficace sur le terrain, vous allez avoir aujourd'hui dans le monde entier des financiers qui accompagnent les ONG. Quand on va au COP, il y a des structures qui financent le voyage des ONG parce que ces ONG sont efficaces sur le terrain. Donc voilà ce que l'État peut faire pour vous.
vous-même levez les bras et puis on va vous soulever, comme on le dit. La gestion des déchets, c'est extrêmement important. Quand on parle de gestion des déchets, on ne voit que l'aspect propreté. Ce n'est pas seulement la propreté, les déchets. Les déchets, à travers la décomposition, génèrent ce qu'on appelle le CO2 et le méthane. C'est pour cela que vous avez vu que l'État a fait tout pour que nous ayons un centre d'enfouissement à Kossigouin, que moi-même je viens de visiter il y a 2 jours. C'est un centre performant, moderne, qui permet de collecter les ordures à Abidjan et d'aller les traiter. Faire en sorte que le méthane et le CO2 qui sont générés de la décomposition de ces ordures soient séquestrés et éviter que ce soit diffusé dans l'air. Donc oui, le gouvernement là aussi a pris des dispositions pour pouvoir mieux gérer les ordures. Vous voyez qu'Abidjan est de moins en moins sale par les ordures, parce que les ordures sont ramassées, c'est vrai. On n'a pas un ramassage à 90%, à 100%, mais nous sommes entre 80 et 90% de taux de ramassage dans la ville d'Abidjan. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Donc voilà quelques questions sur lesquelles je voulais réagir. Madame. Alors, oui, si, merci beaucoup. Alors, sur la question de la valorisation des déchets médicaux, il y a plusieurs approches. Déjà, au niveau de la fac de médecine, il faudrait déjà que le problème puisse déjà être bien posé et on puisse donc sérier les questions. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des structures de recherche qui en font de ça leur spécialité. Je veux parler de Valopro, donc avec le collègue Benjamin Yao, qui est donc à l'INPHB, qui fait donc de ça son... Voilà, c'est un projet qui s'occupe de tout ce qui est donc valorisation. Je pense que vous pouvez vous adresser donc à ce projet-là et qui pourra proposer aussi d'autres solutions. Par exemple, dans ce centre de recherche qui a eu donc la production de gel hydro au niveau de l'INPHB. Et ils ont travaillé aussi, par exemple, dans les décharges pour évaluer les effets, par exemple, des décharges sauvages sur l'alimentation de la population. En fait, voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, il y a des centres de recherche qui s'en occupent et peut-être que l'information ne passe pas partout, mais je vous informe qu'il y a des gens qui s'en occupent et c'est tout à fait donc bien. Alors, les fonds de recherche, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. L'État va certainement amorcer, mais il y a aussi des guichets pour lesquels on va certainement postuler en tant que chercheur. Et ces guichets existent. J'ai évoqué le cas des guichets sur l'environnement. C'est sûr que côté de la médecine, il y a aussi d'autres guichets qui peuvent donc notamment le faire. Et dans ce cadre-là, l'élément le plus important aussi, c'est la collaboration. Donc la collaboration, si je donne l'exemple peut-être en sciences sociales, mais donc le Centre de recherche international du Canada qui va valoriser les projets de recherche qui sont faits donc en collaboration entre multi-pays. Donc vous avez évoqué le cas de adapter donc la recherche donc à la question locale, et bien sûr c'est ça, c'est donc collaborer entre divers centres de recherche. Donc ça peut être le cas pour vous au niveau de la fac de médecine, en relation avec la fac de médecine peut-être de Yaoundé ou ailleurs, qui donc propose ce projet à travers des guichets. Il y a aussi des guichets européens à travers des programmes du type Erasmus qui permettent en tout cas
en dehors de l'État, en dehors des États, il y a des ONG ou il y a des institutions internationales qui permettent finalement d'accéder à ce type de fonds pour la question de la recherche. Mais plus généralement, j'aimerais revenir sur un petit point, c'est vraiment dans un cadre collaboratif qu'il faut certainement agir. Et ça rejoint la personne qui a posé la question sur la question donc de l'environnement des affaires, sur le marché de carbone, et la réponse a été plutôt bien dit. S'il y a un marché, c'est qu'il y a des gens qui offrent, d'autres qui en demandent, et ça ne va pas forcément dans le sens de la réduction de la pollution du carbone ou des gaz à effet de serre. On va certainement donc voir comment en tirer parti, mais le plus important, c'est dans toute souveraineté, voir comment est-ce qu'on va s'engager de manière efficace à travers donc, les politiques qu'on mène dans ce sens-là. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Merci. Merci, Dr Kouadio. Nous sommes au terme de nos échanges. Nous avons compris que nos ambitions de développement se heurtent à des défis climatiques et environnementaux. Je voudrais passer la parole à chacun des panélistes pour leur mot de fin, en 1 minute, en commençant par Monsieur le ministre. Bien, merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais, en termes de mots de fin, d'abord remercier Bloomfield d'avoir organisé cette rencontre et d'avoir inscrit la question de l'environnement au centre des échanges. Je dis, dans cette lutte contre le réchauffement climatique, s'il y a un seul motif d'espoir, c'est la prise de conscience de plus en plus grandissante de tout le monde sur les effets, les dangers et les effets du changement climatique. Je voudrais remercier Bloomfield. Sur le thème, je voudrais indiquer que souvent quand on parle de lutte contre le réchauffement de la planète, on oublie de mettre l'accent sur le fait que les causes du réchauffement de la planète, ce sont des comportements anthropiques, c'est-à-dire des comportements de l'homme. Donc, pour lutter contre les effets du changement climatique, il faut agir sur le comportement de l'homme. On a parlé de technologie. Quelqu'un disait, quand on a évoqué la question de séquestrer par des machines le carbone qui se trouve dans l'espace, quelqu'un a dit, mais c'est une machine à polluer. Parce que si l'homme sait que désormais on peut aspirer le carbone dans l'air, c'est sans retenue désormais qu'il va polluer. Donc au centre, c'est le comportement de l'homme. Donc agissons sur le comportement de l'homme. Il y a des gestes simples aujourd'hui qui sont à la fois protecteurs de l'environnement, mais bénéfiques pour nous-mêmes, que nous devons adopter. Je vais citer, je crois, 3 ou 4 exemples. Le premier, c'est de fermer les robinets lorsqu'on sort de la maison. Ou alors, lorsqu'on se brosse ou on se lave, de fermer le robinet pendant qu'on se savonne. Pourquoi? Parce qu'il pleut de moins en moins. Et les nappes phréatiques sont affectées. Si on continue de gaspiller de l'eau, ça va compromettre l'avenir de nos enfants. Tout le monde parle de développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est un développement qui préserve l'avenir de nos enfants. C'est un développement économe en ressources, en pensant à nos enfants. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Vous avez vu que les horizons dont on parle, c'est 2030, 2050, 2100. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ici en 2050, 2100 sera encore en vie.
mais on fait cette bataille pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc quand on parle de développement durable, c'est faisons en sorte que notre comportement actuel épargne des ressources pour nos enfants et petits-enfants dans l'avenir. Pour y parvenir, il faut qu'il y ait une transition écologique. Il faut qu'on passe du mode de fonctionnement actuel vers un autre mode de fonctionnement économe en ressources. C'est la transition écologique. Donc, il faut, j'ai pris l'exemple de l'eau. Hein, quand on se lave les mains, souvent on se brosse, le robinet est ouvert, et puis on prend le temps de se brosser. Si ça dure 5 minutes, l'eau coule. C'est des comportements, c'est anodin, mais ça a un impact sur la nappe phréatique. Parce que nous sommes en train de gaspiller les ressources en eau pour nos générations futures. Je vais citer un autre exemple, c'est l'usage du papier. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour ne pas utiliser le papier. On vous envoie un mail, vous dites non, j'attends le support physique. C'est-à-dire, chaque fois que vous consommez du papier ou même vous gaspillez, il faut penser au nombre d'arbres qu'on va détruire pour fabriquer ce papier. Alors que la tendance doit être de reconstruire, de faire de la reforestation. Troisième exemple, dans nos bureaux, utilisons les bonbonnes d'eau. Les bonbonnes d'eau. Évitons d'acheter les petites bouteilles. Bon, là, c'est des bouteilles en plastique. Vous avez, en verre. Vous avez fait écologique. C'est bien, bravo, Bloomfield. Évitons d'utiliser les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, le plastique aujourd'hui, c'est l'un des plus gros facteurs de pollution. Tout le plastique qu'on voit ici se retrouve dans la mer. Ça a un impact négatif sur les ressources aquatiques. Avant-hier, on nous a signalé la mort d'une baleine sur la plage de Port-Boué. Mes services sont allés regarder. La baleine a avalé du plastique, donc elle en est morte. Imaginez le nombre de ressources aquatiques qui meurent par intoxication du plastique. Dernier exemple, c'est le covoiturage et la marche. Utilisons de moins en moins nos véhicules. Tout le monde est en train de rire. Utilisons de moins en moins nos véhicules. Ou alors utilisons le covoiturage. Le covoiturage, c'est lorsqu'on prend à plusieurs le même véhicule. Vous êtes dans le même quartier. Vous allez dans le même immeuble, au plateau. De temps en temps, laissez un véhicule, prenez le véhicule de l'autre, vous allez. Le lendemain, vous prenez le véhicule de l'autre, vous allez. Ce que je dis, ça ressemble à de l'utopie, mais c'est de cette façon que nous pouvons agir sur le comportement humain. Parce que c'est le comportement humain qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est sur ça que je voulais m'arrêter. Remercier mes autres collègues panélistes, remercier tous ceux qui sont intervenus cet après-midi et leur dire que la lutte contre le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement une affaire du ministre de l'Environnement, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, c'est une affaire individuelle parce que notre avenir commun en dépend. Je vous remercie. Docteur Kouadio, votre mot de fin. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de participer à ce panel et d'évoquer les questions de recherche et développement, de technologie, donc de formation. Comme mot de fin, Monsieur le ministre a évoqué les éléments de changement comportemental, mais j'aimerais plutôt moins insister sur la question du capital humain. Le capital humain, bon, bien sûr, qui aura des effets sur les questions de changement,
le capital humain donc, nécessaire donc, au changement de comportement, au changement de manière générale pour l'amélioration des questions d'environnement. Donc c'est avoir une jeunesse donc, bien formée, une jeunesse capable de pouvoir donc, utiliser les bénéfices de la technologie pour donc, produire des effets bénéfiques pour donc, l'environnement. Et là, modestement, à notre niveau, au niveau de l'UNCA, Centre d'excellence, modestement, nous contribuons à former donc, cette jeunesse qui non seulement aide à la prise donc, de décision, aide donc, à la production d'informations nécessaires, non seulement pour produire des rapports comme ce que fait très bien Bloomfield avec les rapports risque-pays, mais aussi informer les décisions donc, du gouvernement. Des gens bien formés qui donc, vont s'appuyer sur les capacités donc, de modélisation. Quand on parle d'environnement, il y a une dimension quantitative importante en termes de modèles. Et là, avoir des personnes suffisamment bien formées qui sont capables, donc, à côté de leurs pairs, d'outre-mer, donc des pays en développement, de pays développés, de discuter donc, d'égal à égal et de proposer des solutions adaptées donc, à notre contexte, adaptées donc, à notre donc, environnement. Et donc, ça, les éléments du capital humain, ceci est donc important. J'aimerais aussi insister sur la question de la collaboration de manière générale. Donc, collaboration d'abord entre pays. Donc, nous sommes des pays en développement. Les moyens ne sont pas donc, si importants. Il y a des enseignements qu'on peut prendre des uns et des autres. Et donc, la collaboration donc, entre pays pour tirer donc, partie donc, de l'expérience des autres, pour avoir aussi les meilleures pratiques en termes de préservation de l'environnement. Donc, on a évoqué, par exemple, le cas du Monemba, où c'est une ressource commune à un ensemble de 3 pays. Comment collaborer pour préserver les questions de l'environnement sur ce côté. La collaboration aussi, c'est entre gouvernement et le secteur privé. Et ça, c'est donc essentiel. Je l'ai indiqué au cours donc, de mon intervention. Il y a ce qu'on appelle le push, donc le gouvernement qui va donner le ton, mais aussi de sorte qu'on a des technologies matures, et ces technologies matures pourront être récupérées ensuite par le privé pour donc tirer parti, et ensuite la protection de l'environnement. Cette collaboration-là aussi se fait aussi au niveau multilatéral. Et donc ça, c'est des éléments aussi importants. Et j'aimerais donc terminer en disant, s'appuyer sur cet outil qui est donc la technologie pour informer. Le changement commence par l'information disponible, la banque d'informations disponible, et je pense que cet événement, ce type d'événement, permet de pouvoir toucher donc, un public important. Ça permet, à travers sa diffusion, à travers donc, le monde, permet de relever des sujets qui donc, vont contribuer donc, à la transformation. Merci beaucoup. Merci, Dr Kouadio. Votre mot de fin, M. Carus, sur le thème. Merci, Stéphanie. Je ne vais pas être très long. Je pense qu'on a déjà eu l'excellent mot de fin de M. le ministre. Juste pour dire que bon, si on doit retenir quelque chose, c'est que je pense qu'il y a des défis en termes d'environnement qui sont complètement à notre portée. Il y a des technologies open source qui existent aujourd'hui, qu'on peut réutiliser. Il y a des moyens de collaborer effectivement avec d'autres pour pouvoir profiter de ce qui a déjà été fait. Peut-être juste pour finir, je pense que c'est important quand même de remercier Bloomfield pour l'organisation. C'est vrai que c'est la 8e édition, donc ça fait normal, mais ce n'est pas non plus si normal d'avoir un événement de ce type où à la fois nos décideurs viennent et puis discutent à bâton rompu, répondent aux questions. Parfois, c'est des questions pas faciles,
Et moi, j'aimerais aussi saluer nos décideurs pour l'exercice qu'ils font de transparence et puis de partage. Je pense que ce n'est pas anodin, il faut quand même le féliciter. On est dans un pays aujourd'hui où on est capable d'échanger avec nos décideurs, avec nos gouvernants. Ils sont à l'écoute, ils répondent aux questions sans faux fuyant. Il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, on n'a pas eu de tabou. Bon, je te prends peut-être ton mot de la fin, Stan, mais je sais que tu auras un mot dans cette direction-là. Mais j'aimerais finir par remercier en tout cas tous ceux qui ont participé et une pensée particulière à nos décideurs là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Nous terminons avec Dr Hachi. Merci beaucoup. Bon, mon mot de fin va se résumer en 3 points. Pour la recherche et le développement, tous les panélistes donc, sont très d'accord de son importance par rapport au sujet qui est traité. Le premier élément, comme le directeur l'a dit, c'est vraiment d'accroître la collaboration, surtout avec les entreprises. Donc il faut que les entreprises se sentent un peu plus concernées en termes de financement donc, de la recherche. Et ces recherches-là seront adressées aussi aux différentes problématiques qu'elles pourront intégrer dans leur politique donc, interne. Le deuxième élément, c'est de demander faire un plaidoyer auprès donc, de l'État en termes d'augmentation du taux effectivement de la recherche fondamentale, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a les mathématiciens qui sont beaucoup relégués dans l'enseignement. Or, c'est des personnes qui sont dotées donc, de techniques mathématiques qui permettent de prévoir. Et donc, c'est très important de pouvoir les utiliser donc, sur des recherches fondamentales. Et si l'État peut accroître effectivement le taux de recherche donc rattaché à cela, ce serait vraiment très intéressant. Et le dernier élément, c'est surtout la diffusion des résultats. Voilà, donc là, on a la conférence RIS-Pays. Donc, on a des résultats qui ont été obtenus au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut ces types donc, d'événements pour pouvoir partager un certain ensemble donc, de réflexions sur des statistiques qui sont données. Donc, au niveau de la recherche, il y a aussi des cadres qui doivent être créés pour permettre à ce que les sachants et les non-sachants aient l'ensemble donc, des informations qui découlent des recherches qui sont faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Hachi. Nous avons terminé notre 4e panel dont l'objectif était de définir les stratégies de développement à mettre en œuvre justement pour la transformation, pour maîtriser la transformation de la technologie, mais également les aléas climatiques. Je voudrais remercier les différents panélistes avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, notamment Monsieur le ministre de l'Environnement. Remercier également les différents directeurs d'établissement. Je voudrais également remercier le public, nos différents invités d'être restés jusqu'à cette heure. Sur ce, nous avons terminé. Nous vous remercions.